chapitre 5. C'est pas normal. Observa un rouquin qui était affecté aux cuisines et qui venait, après le souper, papoter avec son cousin Khaled sous notre tente. Il s'appelait Zorgan Zorg. Un mot de travers, et il s'embrasait plus vite qu'une poudrière. Je ne le connaissais que depuis quelques jours, et déjà il m'inspirait une peur bleue. Mais j'étais loin de me douter, dans ce camp de transit Mossad, que ce garçon aux cheveux roux et aux joues mouchetées, qui nous mitraillait de postillons en accaparant la parole, allait jouer un rôle terrible dans ma vie. De deux choses l'une, poursuivit-il. Ou bien la guerre est finie, ou bien elle n'aura pas lieu. Sinon, comment expliquer qu'on ne nous distribue pas de fourmis? C'est aussi mon avis, renchérit son cousin Khaled. Un échalas au nez démesuré. S'il y avait la guerre, on ne serait pas là à se geler les os. Ce n'est pas un centre d'entraînement ici, les gars, expliqua Sid Tami, un zazou habillé à l'européenne, le seul à porter des souliers à talons et un pantalon avec des poches à l'arrière. C'est juste un centre de regroupement. On attend d'autres arrivages du contingent. N'empêche, objecta Khaled, c'est pas normal qu'on reste là à ne rien faire. On serait en train de faire quoi, d'après toi? Sanki Tahar, un petit gars maigre et noirot. On nous entraînerait au combat, tiens, dit Zorg. Or, on se bouge même pas. On dit présent au réveil, présent avant d'aller bouffer, puis encore présent avant d'aller se coucher. C'est pas de cette façon qu'on prépare les gens à la guerre. Réfléchissez 2 secondes, soupira Sid Tami, condescendant. La guerre a pris de court tout le monde, et l'armée a du mal à s'organiser. Dans peu de temps, les choses vont se mettre en place, et nous serons parés pour la bataille. 5 dans tes yeux, fulmina Zorg, en lui plaquant une main de Fatma contre la figure. Sid émit un hoquet dédaigneux. C'est pas pour vous ficher la trouille, mais croyez-moi, l'armée ne s'est pas donné tant de mal pour que l'on vienne nous dire à la fin « Ok les gars, rentrez chez vous, y a rien à voir ». Je viens de la ville, moi, et en ville, les gens ne parlent que de la guerre. Les canons ont déjà tonné de l'autre côté de la mer. Zorg retroussa les lèvres sur un rictus, le visage distordu de fiel. Répète voir d'où tu viens, monsieur, qui en sait des choses que les autres n'imaginent même pas. De la ville que tu as dit? Ouais, de la ville. Et tu penses que ça rend plus intelligent, la ville? C'est pas le sujet. Si, c'est le sujet. Qu'est-ce que tu entends par « je viens de la ville » ? Que nous, on est un ramassis de pecno avec de la boue à la place du cerveau? Je ne t'ai pas traité de pecno, Zorg. Tu t'es peut-être pas entendu le dire, mais moi je t'ai entendu le penser. Depuis que t'as atterri dans ce camp, tu roules des mécaniques et t'es jamais d'accord avec ce qu'on se dit entre nous. On parle de la guerre, je te rappelle. M'entorche de la guerre. C'est le ton que tu prends avec nous qui me fait chier. Je t'ai entendu l'autre jour traiter Fréhat de pouilleux. Tu l'as pas traité de pouilleux? Et puis c'est quoi ce blase d'enculé? Jamais entendu un musulman s'appeler Sid Tami. C'est une contraction de Sidi Touhami. T'as écourté ton nom pour plaire aux Roumis? C'est la faute à l'administration. Ouais, sauf que ça ne gêne pas de le porter en gage d'émancipation. Voilà que tu pars en vrille, Zorg, déplora Sid Tami, en se mettant à transpirer et à passer la langue sur ses lèvres desséchées. Zorg se tourna vers nous. S'il avait eu une arme sur lui, je suis certain qu'à cet instant précis, il n'aurait pas hésité à s'en servir. Parce qu'il a des talons à ses souliers. Ils se croient de leur temps. T'es pas de leur temps. T'es pas de leur monde. Et ils te feront pas de la place, les Roumis. Ça n'a rien à voir. C'est là tout ton problème, l'assimiler. Quand on a le cul entre 2 chaises, on risque la fissure anale. Que tu viennes de la ville ou de la lune, t'es rien d'autre qu'un indigène, comme ils disent. Un indigène apprivoisé, et t'es pas plus futé qu'une oie. Pourquoi tu changes de sujet? C'est le sujet, putain de ta race. Je t'ai à l'œil. Tu vas l'avoir mauvaise, méfie-toi, s'il se belle. Ne redis jamais que tu viens de la ville, et ne crois pas que ça te donne le droit de péter plus haut que ton cul. Je suis allergique aux types qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Monsieur nous vient de la ville. Attention, écartez-vous les arriérés, laissez passer la civilisation. La violence des propos de Zorg
trahissait la complexité de ma communauté, dont j'étais loin de soupçonner les dissensions. Je croyais que nous étions solidaires dans la souffrance, que le joug colonial renforçait naturellement nos liens, et je m'apercevais que, pour des considérations saugrenues, les nôtres se vouaient une abominable aversion. Sid Tami esquissa un sourire, probablement pour sauver la face. Ça te fait rire. Disons que ça m'amuse. S'énerva brusquement Sid. Tu te mets hors sujet et tu pars dans tous les sens. Ça ne doit pas tourner rond dans ta tête si tu veux mon avis. On dirait que tu n'attendais qu'un prétexte pour t'enflammer contre moi. Je suis un citadin, et alors? C'est un crime de repasser sa chemise et de cirer ses souliers? Si ça te démange que je vienne de la ville, tu n'as qu'à te gratter. En ville, au moins, on a des horloges pour marcher dans les pas du temps. Ne me prends pas de haut, face de fille, parce que tu ne m'arrives pas à la cheville. Quand je dis qu'il n'y aura pas la guerre, je suis pas en train de radoter. Je réfléchis, moi, et t'as pas à me contredire comme si je ne savais pas de quoi je parle. La guerre a déjà commencé, figure-toi. Que ton souffle t'étouffe, elle n'aura pas lieu. Ouais, renchérit le cousin. Nous, on va pas se faire canarder pour pas un sou. Nous, on veut rentrer chez nous entretenir nos chèvres et nos champs. Qui vous dit que j'aime la guerre? Protesta Sid. Je viens à peine de me marier. C'est sans doute pour fuir l'ogresse que tu as épousée que tu préfères aller te faire tailler en pièces ailleurs. Toute l'assemblée éclata de rire, sauf Dahman, un kabyle qui ne parlait pas un mot d'arabe. Zorg et Sid Tami se toisèrent. Une haine implacable jaillissait de leurs yeux sans qu'aucun des deux se détournât. « Debout là-dedans, bande d'attrape-mouches !» claqua la voix de l'adjudant. « Vous vous croyez au cirque ?» Nous nous mîmes au garde à vous. « Et toi ?» lança le caporal Borsali à Zorg. « Qu'est-ce que tu fricotes là? T'as fini de nettoyer les marmites? » « J'ai tout lavé, chef. » L'adjudant nous dévisagea les uns après les autres, s'attarda sur la mine déconfite de Sid Tami. « C'est toi le bouffon qui épatait la galerie? » On discutait entre nous, mon adjudant. On ne faisait rien de mal. On se demandait seulement quand est-ce qu'on va nous remettre les armes et le pactage. Tu es pressé d'en découdre? On veut juste savoir, chef. Eh bien, le farniente s'achève ce soir. Demain matin, on lève le camp. Vous allez rejoindre la garnison de l'une des plus prestigieuses unités de l'armée d'Afrique, le 2e régiment de tirailleurs, qui s'est illustré brillamment cet été sur les berges de la Sambre en Belgique, et qui, à l'heure où je vous parle, est en train de désinfecter la vallée de la Marne de la vermine prussienne. C'est un immense privilège de porter sa bannière. Quant à l'honneur de se battre dans ses rangs, il va vous falloir le mériter. Sur ce, il sortit annoncer la nouvelle aux autres camarades, le caporal Borsali sur les talons. Il y eut un énorme silence sous la tente. Zorg se tourna vers Sid Tami, les pommettes tressautant de colère. « T'es qu'un oiseau de mauvais augure. J'espère que tu crèveras le premier et que je serai là pour voir ta cervelle répandue par terre. Pourquoi m'accables-tu? Ce n'est pas moi qui ai déclaré la guerre. Ouais, mais sûr que t'as passé des jours et des nuits à prier pour qu'elle ait lieu. » Tout le monde, sous la tente, incendia du regard l'oiseau de mauvais augure. Le coup de sifflet retentit aux premières lueurs du jour. Nous ramassâmes nos ballots et nous nous ruâmes sur la place d'armes. L'officier du camp était présent, droit dans ses bottes cirées de frais, la visière de son képi au ras des sourcils. Il était soulagé de nous voir partir. Il allait enfin s'occuper de sa section et remettre de l'ordre dans son cantonnement. Des camions nous transportèrent à la gare. Il y avait un train qui ahannait sur le quai. Un vrai train, avec des bancs à l'intérieur des compartiments, des marchepieds et des baies vitrées. Rien à voir avec la bétaillère sur rail de l'autre jour, où il nous avait fallu grimper à bord à la force du poignet. Nous n'avions pas commencé à monter dans les voitures, quand des cris déchirants se firent entendre dans le hall. « Rendez-moi mon fils! Rendez-moi mon enfant! Il n'a rien à faire avec vous! » Une femme en transe déboucha sur le quai en se frappant les cuisses avec le plat des mains et en s'arrachant les cheveux. « Qui est cette folle ?» demanda l'adjudant Gildas au chef de gare. « Bah, une folle.
folle, ça crève les yeux, non? Chassez-la d'ici, bon sang. Elle va saper le moral de mes hommes. C'est ce qu'on fait tout le temps avec elle. Elle habite de l'autre côté de la voie ferrée. Dès qu'elle voit des soldats, elle part en vrille. On la jette dehors et elle revient. Depuis quelque temps, elle a disparu de la circulation. On l'a crue morte, mais apparemment elle est toujours là. La femme, une musulmane, continua de vociférer jusqu'à ce que des cheminots la jettent manu militari hors de la gare. Pendant que le train nous emportait vers notre destin, je contemplais les plaines et les collines qui défilaient sous mes yeux ébahis, les fermes qui scintillaient au soleil, les vaches qui broutaient dans de verts pâturages et les villages coquets. J'étais émerveillé par le pays qui était le mien et que je découvrais pour la première fois de ma vie. Si je résistais au sommeil qui m'engourdissait, c'était pour ne rien rater de ces paysages éblouissants qui s'offraient à moi, certain qu'à mon retour, je pourrais moi aussi en profiter. Je m'imaginais célébré en héros par les 4 tribus, m'extasiant devant les terres promises par Gaïd Brahim, marchant en tête haute parmi les notables, tel un seigneur qui naît à sa gloire et qui n'a qu'à tendre la main pour cueillir la comète qui, autrefois, semblait s'éloigner pour ne jamais être rattrapée. Blotti dans mes songes tel un joyau dans son écrin, je percevais à peine l'écho des cris de la folle qui semblait m'accompagner le long du trajet. Et pourtant, j'aurais dû leur prêter plus d'attention. Cela m'aurait éveillé à l'apocalypse qui nous attendait, mes camarades et moi. Mais nous n'avions aucune idée de ce qu'est l'apocalypse ce jour-là. Nous étions ravis de voyager dans un vrai train, avec des bancs à l'intérieur et des baies vitrées pour voir du pays. Et nous étions loin de soupçonner que la gare, sans réelle escale que nous avions laissée derrière nous, était, pour un très grand nombre d'entre nous,